femme. Et puis, Ouattara, dans son discours même, il dit, selon Ouattara, près de 300 000 emplois ont été créés officiellement par les Libanais, la communauté libanaise. L'apport fiscal de la communauté libanaise avoisine les 730 millions de dollars, ce qui fait 350 milliards de francs CFA, soit 15% des recettes fiscales de l'État ivoirien. C'est Ouattara qui l'a dit dans son discours. Tania, écoute-moi bien. Il y a un texte que j'ai vu qui m'a plu. Une poignée de pionniers en 1890. La petite histoire qui rejoint parfois la grande veut que les Libanais aient débarqué sur le continent africain à la fin du 19e siècle par erreur. Ils croyaient atteindre l'Amérique et se sont retrouvés à Dakar, à Conakry ou Freetown en Sierra Leone. Ils se sont ensuite disséminés dans toute l'Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Les premiers à immigrer étaient des chrétiens maronites qui fuyaient la domination ottomane. À l'époque, les premiers Libanais qui étaient venus, c'est les Libanais chrétiens. D'accord? Parce qu'ils fuyaient la domination musulmane, la domination ottomane. Ils ont été rejoints quelques années plus tard par les chiites. C'est les chiites là que vous parlez des Hezbollah, là, je vais venir là-dessus. Contrairement à une idée reçue, les Libanais ne sont pas venus dans les bagages du colonisateur. Ils sont arrivés concomitamment. Ça veut dire qu'au moment où les colonisateurs arrivaient, les Libanais arrivaient. Mais néanmoins, c'est ça qui m'intéresse. Les colons se sont appuyés sur leur faculté d'adaptation, leur facilité d'apprentissage des langues locales, leur sens inné du commerce hérité de l'époque phénicienne. Je répète cette partie. Néanmoins, les colons se sont appuyés sur leur faculté d'adaptation, leur facilité d'apprentissage des langues locales, leur sens inné du commerce hérité de l'époque phénicienne. Au Sénégal, ils se lancent dans le négoce de l'arachide. En Côte d'Ivoire, dans celui du café-cacao. Au début, ils troquent les matières premières contre des produits manufacturés. Puis, ils introduisent la monnaie dans les endroits les plus reculés. Pendant des décennies, ils resteront concentrés sur le commerce et l'import-export avant de s'ouvrir à d'autres secteurs. En 1890, ils étaient une poignée à débarquer sur le continent. Ensuite, l'immigration s'est poursuivie au fil des bouleversements politiques après le passage du Liban sous mandat français en 1921. Entre les deux guerres mondiales, au lendemain des indépendances, ils étaient 300 000. La guerre civile de 1975 a encore accentué l'exode. Aujourd'hui, toutes générations confondues, ils sont plusieurs millions dans toute l'Afrique. Business florissant. Combien sont-ils en Côte d'Ivoire? On n'a aucun chiffre exact, précis, qui existe. On parle souvent de 80 000 à 100 000 Libanais. Mais en réalité, il serait près de 200 000. Ce qui représente la plus importante diaspora du continent. Vous entendez? Il est difficile de connaître le nombre réel pour plusieurs raisons. Comme en France, dans ce pays, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, aucune statistique ethnique n'existe. En outre, une grande partie d'entre eux possèdent la double nationalité, voire la triple nationalité, puisque certains détiennent aussi un passeport français. Je répète, parce qu'on parle dans le vide là, écoutez très bien. On dit, on ne connaît pas le nombre exact des Libanais qu'il y a en Côte d'Ivoire. D'accord? En Côte d'Ivoire là, on n'a fait aucune étude statistique ethnique. Donc, la plupart des Libanais possèdent la double nationalité, voire la triple nationalité, puisque certains détiennent aussi un passeport français. Comme nombre de ses compatriotes, bon bref, Tarek est né au Sénégal mais a grandi à Abidjan. La relation avec la Côte d'Ivoire est affective et patriotique. Mes deux passeports, ce sont mes deux amours, dit-il. Quand je vais à Beyrouth, au bout de 15 jours, je m'ennuie. Toute ma vie est ici, poursuit-il. À l'heure de la retraite, a choisi de rester en Afrique et d'être enterré sur la terre des Bunis qu'il considère comme la sienne. Ils sont nombreux à penser comme lui, même si la vie au bord de la lagune ébriée n'a toujours pas été facile eu égard à la situation politique. Cependant, ce pays stratégique, on parle de la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest pour le commerce et l'import-export, grâce à son port sur le golfe de Guinée, leur a offert d'immenses opportunités. Au fil des années, ces Libano-Ivoiriens se sont diversifiés et sont désormais présents dans tous les secteurs. Écoutez bien, dans tous les secteurs, communication, presse, agriculture, distribution, transport, immobilier, noix de cajou, mines, énergie, mais également industrie,
plastique, transformation des matières premières. La nouvelle génération a beaucoup investi également le domaine de la santé et de l'éducation. En un siècle, la communauté libanaise a réussi à créer un empire et à se rendre incontournable. Elle pèse à elle seule 8% du produit intérieur brut selon les chiffres officiels. Mais là encore, c'est probablement plus. Soubresaut politique. Lorsqu'on interroge les Libanais sur leurs accointances politiques, ils prennent soin de spécifier qu'ils ne sont d'aucune obédience et qu'ils ne s'ingèrent d'aucune façon dans les affaires de politique intérieure. En réalité, le business prime et le cœur bat toujours du côté du pouvoir en place. Baboï sous Laurent Gbagbo, Ouattara sous Alassane Ouattara, à l'image de l'homme d'affaires Pierre Fakouri. Cet architecte né à Dabou en 1943 a été proche de Houphouët-Boigny. Il a construit la basilique de Yamoussoukro, a été l'ami fidèle de Laurent Gbagbo avant de sauter dans le train du nouveau président après la guerre de 2011. Les liens entre la communauté libanaise et le pouvoir d'Abidjan étaient un miroir à double face. Les uns ne peuvent pas se passer de l'autre et vice-versa. Le poids économique que pèse cette diaspora rend les Libanais incontournables. En parlant d'eux, Houphouët-Boigny disait « Ils sont la 72e ethnie de la nation ivoirienne ». Je répète bien, écoutez bien, en parlant d'eux, Houphouët-Boigny disait « Ils sont la 72e ethnie de la nation ivoirienne ». La Côte d'Ivoire n'a pas toujours été un îlot de stabilité. Il faut reconnaître la résilience de ces opérateurs économiques qui ont traversé des tempêtes. Par ailleurs, ils ont résisté à une décennie de crise entre 2002 et 2012. Mais ils ont su aussi parfois en tirer parti. Ainsi, après les graves événements de 2004, où 8000 ressortissants français ont été rapatriés dans l'urgence, les Libanais ont racheté leurs biens. À la question, ces affaires ont-elles été bradées? Un businessman répond dans une très belle langue de bois. Les Français sont peureux dans l'investissement. Pourtant, avec les accords entre la France et la Côte d'Ivoire, les ont privilégiés. Ils payent moins les taxes. On a assisté, vous avez entendu, hein? On a assisté alors à une arrivée massive de Libanais en provenance de Beyrouth pour remplacer les expatriés français qui avaient fui dans les avions affrétés par Paris. Pendant la guerre de 2011, lorsque les forces d'Alassane Ouattara sont entrées dans Abidjan, tout le monde a été pillé sans distinction d'origine. Dans les entrepôts, les usines, les entreprises, il ne restait plus rien. La force Licon n'avait réussi à sécuriser que les domiciles en zone 4 ou à Marcory où résident la plupart des expatriés français. Nous avons dû tout rebâtir tout seuls. Les Français, eux, ont été dédommagés. Ça fait partie des accords passés entre Sarkozy et Ouattara. Vous avez entendu? Explique Hassan, un entrepreneur dans le bâtiment. Deuxième, troisième, quatrième génération. Jusqu'à cette date, c'est peu d'affirmer que les Libanais de Côte d'Ivoire n'étaient pas aimés par la population. Ils étaient accusés, merci chérie, merci. Ils étaient accusés de tous les maux de fraude fiscale, de corruption, de fonctionnaires d'appartenir à telle ou telle mouvance. En réalité, les Ivoiriens sont aussi des commerçants. 9 millions sur 26 millions exercent cette profession et les entrepreneurs français n'apprécient guère la concurrence de leurs homologues libanais. En 10 ans, cette image a grandement évolué car les Libanais ont changé. Depuis 20 ans, tu te mariais seulement avec une fille de ton village. Les parents n'auraient pas accepté. Aujourd'hui, c'est différent. Il y a des mariages mixtes. Les enfants ont été à l'école ici. Ils ont des amis ivoiriens. On ne vit plus replié sur nous-mêmes. On accepte la mixité. C'est Tarek qui le dit. Un Ivoirien maintenant répond. Il acquiesce et ajoute. L'assimilation concerne 80% des Libanais. Le seul problème qui persiste, c'est leur rapport au personnel. Ils restent dans une dimension esclavagiste. C'est un rapport culturel à l'autre. Cela plombe inutilement leur image. S'ils ont épousé la Côte d'Ivoire et sont devenus de véritables Ivoiriens, c'est aussi parce que la crise libanaise les a rendus orphelins de leur pays d'origine. Au cours des 10 dernières années, pendant que la terre des Burnis se stabilisait, le Liban sombrait. Au lieu d'acheter des maisons au pays du Cèdre, ils ont investi dans l'immobilier à Abidjan. Voilà. Tania, je vais vous parler franchement. Vous connaissez Israël? Vous connaissez les Juifs? Tania, tu connais? Ok. Tu connais la France, non? Ce qu'une bonne partie de l'économie française aujourd'hui, c'est la communauté israélienne.